Il y a notre père Olivier Amiral qui demande pourquoi j'insiste toujours que Siakadjan et Tidiane Thiam aura 3% s'il participe aux élections. Cher aîné, il ne faut pas se blaguer. Le rapport de force politique est toujours basé aussi sur l'anticipation. Et donc, c'est selon les sondages que nous avons faits sur le terrain et la réalité aussi qui nous permet de dire cela. Et d'abord, la première base fondamentale que nous avons, ce sont les résultats des élections régionales et des mairies, des municipales qui se sont tenues en 2023. Mais aussi, au-delà de ce facteur-là, on regarde aussi la vie politique, l'animation politique de chaque parti et on essaye de faire des évaluations en interne. Et on constate qu'il y a beaucoup de contestations, malgré tout ce qu'on voit à l'extérieur, il y a beaucoup de contestations et de failles à l'intérieur même du PDCI. Il y a beaucoup qui sont avec le PDCI, soit parce que ils y sont simplement en désespoir de cause, ils n'ont pas envie d'être RHDP, mais en même temps, ils n'ont pas d'autres alternatives que de rester ce qu'ils étaient. Et eux-mêmes ne sont pas convaincus. Et donc aujourd'hui, ces personnes sont un peu indécises. Et quand elles regardent surtout le fonctionnement aussi même, la gestion même des Tidiane Thiam, ça finit par ne pas du tout les convaincre. Et donc c'est l'ensemble de tous ces facteurs qu'on a mis ensemble. Et on a fait de la projection pour voir que ce monsieur ne pourrait pas aller loin. Et vous vous souvenez, hier, je vous disais qu'on passe à la maison du PDCI, on regarde et puis on dit, bon, nous on passait au... Donc, je ne voulais pas parler de cela, mais bon, peut-être que ça va faire rire certains. Mais depuis le 2 juin, les gars de Tidiane Thiam sont allés au siège du PDCI. Il y a les photos d'Oufoué là-bas. Il y a les photos de Bédier. Ils ont enlevé la photo de Bédier. Et puis, ils ont enlevé toutes les photos de Bédier. Et puis, ils ont placé pour Tidiane Thiam. Donc, il y a un membre du bureau politique du PDCI qui a parlé dans le journal Le Matin. Il a dit que vraiment, c'est maintenant qu'eux se rendent compte que Tidiane Thiam est venu pour diviser vraiment le PDCI. C'est maintenant qu'eux se rendent compte que Tidiane Thiam est venu avec son clan pour essayer maintenant de diviser le PDCI. Et il a dit ceci, l'entourage de Thiam sème la division au PDCI. Il faut arrêter. Thiam n'est pas encore le candidat du PDCI. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils ont enlevé carrément même la photo de Bédier, là, jeté ça. Ils ont laissé pour Fouet, puis ils ont mis pour Thiam. Donc, déjà, comme je vous le disais en début d'émission, il y a déjà même des clans qui sont en train de dire à Thiam, tu n'es pas encore candidat du PDCI. Et donc, demain, sera un autre jour qu'on dira quelqu'un. Et on verra bien de quoi c'est fait. La politique, c'est vrai que c'est une science inexacte, mais on ne peut pas aussi improviser et puis s'attendre à des résultats en même temps. Et un des facteurs est que Tidiane Thiam lui-même n'est pas connu des Ivoiriens et n'est pas convaincant. Or, ça, c'est très important en politique. Être convaincant, quand on retrouve si d'aventure, je dis bien si d'aventure, Laurent Gbagbo était par extraordinaire candidat, que le président Ouattara était candidat, Tidiane Thiam n'a pas le même aura que Bédier. Et donc, il sera noyé forcément par ces deux grosses têtes-là, qui ferait que sa présence serait vraiment un épiphénomène, une présence pas du tout remarquée auprès de ces grands dinosaures-là. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui peut arranger l'étiquette Tidiane Thiam. Et sur le terrain politique, les gens doutent beaucoup de lui. Si on pose la question simple, est-ce que vous avez confiance en Tidiane Thiam, à l'ensemble des Ivoiriens?
Et ça n'a rien à voir avec du fait qu'il soit un opposant. Même au sein du PDCI, même, presque la moitié même des personnes vous diront on ne sait vraiment pas. Ils n'ont vraiment pas, parce qu'ils n'ont jamais vu l'homme à l'œuvre réellement. Et comme on le dit, on ne juge un maçon qu'au pied du mur. Et gérer des banques à l'international n'est pas forcément gérer un pays. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une gestion qui peut convaincre en ce qui concerne un pays. Et au fur et à mesure même que le temps passe, les gens se rendent compte, comme je le disais hier, que le PDC est un peu lourd pour lui. Et cette lourdeur-là s'explique encore par le fait que lui-même ne s'est pas donné les moyens de comprendre la sociologie du terrain, la psychologie du terrain. Ça veut dire quoi? Quand tu viens dans un environnement, il y a des faits qui ne sont pas des vérités, mais il ne faut pas les bousculer d'un coup. Le fait de s'être attaqué à la vieille classe du PDCI, que ce soit les vieux en âge, que ce soit les règles, c'est-à-dire les coutumes du PDCI, Tidjam Thiam a bouleversé un peu toutes ces coutumes-là. Qu'est-ce que j'appelle ici les coutumes? J'appelle ici l'ensemble des fonctionnements dans un parti politique. Par exemple, vous allez prendre le RHDP. Dans le RHDP, par exemple, de la même manière que les militants réfléchissent et de la même manière que les dirigeants réfléchissent, c'est ce que j'appelle ici les traditions de ce parti-là. Or, le PDCI, si vous le remarquez bien, c'est un parti qui, s'ils ont la possibilité, ils ne veulent pas se mettre dans la confrontation. Ils veulent toujours être du bon côté. Et est-ce que Tidjam Thiam pourra être un opposant qui va s'affirmer véritablement comme un farouche opposant? Est-ce que la psychologie des militants du PDCI va pouvoir tenir cette cadence? Je ne crois pas. Même si vous voyez même que le PDCI s'essaie à l'opposition dure, pure et dure, mais ça ne va pas loin parce qu'ils n'en ont pas l'habitude et surtout n'en ont pas la volonté. Maintenant, si par extraordinaire, Tidjam Thiam lui-même voulait aussi s'adapter au corps psychologique des militants, c'est-à-dire à la pensée et au comportement global des militants du PDCI, ce serait la léthargie, il serait en train de patiner sur lui-même. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces petits facteurs-là, quand on les met ensemble, et quand maintenant on pose la question suivante, est-ce que vous serez prêts? Ça, ce que je dis, je ne rentre pas dans certains détails, mais on a fait des sondages. Est-ce qu'en 2025, vous pensez que Tidjam Thiam peut gagner des élections? L'ensemble des personnes qui ont été sondées vous disent non. C'est seulement 3% qui vous disent oui. Mais quand on pose la même question à ces personnes-là, elles ont oublié. Est-ce que vous avez confiance en Tidjam Thiam en tant que celui qui peut diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ces mêmes personnes vous ont répondu qu'elles doutent ou bien elles vous disent qu'elles ne savent pas. Et donc, quand tu lis les deux questions, comment quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un dont tu doutes de la gestion, sa capacité à gérer, comment cette personne-là peut être élue, tu vois déjà que même ces personnes-là ont répondu sans faire le lien entre une des questions du sondage et la question qu'on leur a posée de savoir si Tidjam Thiam pouvait gagner une élection en 2025. Et donc, voilà un peu ce qui nous permet de savoir et pouvoir anticiper sur ces événements-là. Je veux savoir si Thiam est frappé par l'article. Faut vivre en Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui, on ne va pas quand même mentir aux gens et spéculer et jouer les hommes de droit qui n'ont que leur BPC ou leur CP en poche. On laissera la loi décider de ce que demain nous réserve parce que le champ politique et surtout l'explication des textes de loi dépendent de beaucoup de réalités. Aujourd'hui, tu peux dire oui ou bien non et demain, ça te rattrape. Mais une chose est évidente, moi, je dis qu'il faut laisser la Cour suprême nous donner clairement les réponses qu'elle devrait nous donner. Et à partir de là, on va aviser. Parce que si moi, je vous donne mon avis, ça n'a aucune importance.
Et ça ne peut pas déterminer de ce que la Cour constitutionnelle dira. Et donc, à ce sujet-là, moi, je préfère toujours être prudent. On laisse la Cour suprême décider de nous dire qui a fait quoi. Parce que techniquement parlant, les fonctionnaires internationaux ne sont pas couverts par les mêmes lois que d'autres personnes qui ont vécu en dehors du pays. Mais une chose est évidente, la Cour suprême sera la seule qui dira ça. C'est comme par exemple, ce que je viens de vous parler en termes de sondage, ce ne sont pas des résultats réels, ce sont des travaux que nous-mêmes nous avons réalisés. Et ça, on peut partir à partir de là pour essayer d'avoir peut-être une perspective sur l'avenir. Mais ça n'en fait pas des vérités absolues. Et les choses peuvent changer d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en réalité aussi, il faut accepter et comprendre une chose, c'est que l'objectif global et l'objectif véritable sur lequel l'opposition compte, ce n'est pas aller du tout à des élections. Ça, on peut faire les meilleurs calculs, les meilleures spéculations, mais la vraie vérité sur laquelle l'opposition compte, en général, ce n'est pas d'aller à une élection, c'est plutôt de faire un mouvement de soulèvement populaire, de désordre, pour d'abord enlever le président Ouattara. Ça, il faudrait que c'est ça le vrai plan de l'opposition. Maintenant, nous, on peut être là en train de dire, bon, si on part sur le postulat qu'il aura des élections et que Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, déjà même Laurent Gbagbo, techniquement parlant, ne peut pas être candidat, mais si on suppose que, dans le meilleur des mondes possibles, ils sont tous candidats et que finalement, les opposants décident de désigner Alassane Ouattara comme partant aux élections, puisque ce n'est pas le RHDP qui doit désigner son candidat, ce n'est pas Alassane Ouattara lui-même qui doit donner son avis, ce sont les opposants qui se sont donnés pour rôle aujourd'hui de désigner le candidat du RHDP. Mais si par extraordinaire, ils arrivaient à accepter, donc il y a beaucoup de montagnes qu'il faut traverser. D'abord, les opposants doivent donner au RHDP son candidat, ce qui est très hypothétique, ce qui ne peut se faire. Deuxièmement, il faudrait que Laurent Gbagbo ait lavé son nom pour être sur la liste électorale. Et troisièmement, comme je le disais, on ne vient pas à 1 an ou même à 2 ans et être prêt sur le terrain politique. C'est vraiment étonnant et ça serait étonnant. Et surtout connaissant la psychologie des Ivoiriens qui votent toujours, et ça malheureusement, qui votent toujours en fonction des obédiences ethnico-religieuses. Ça veut dire, quelle que soit la grande majorité des Ivoiriens votent sur une base tribaliste ou une base religieuse. Et donc, quand on met tous ces facteurs-là ensemble, comme je le disais, l'opposition n'est pas dans une posture d'aller pour des élections parce qu'elle sait qu'elle perdrait. Comment vous voulez aller à des élections et à pratiquement 16 mois, vous n'avez même pas un programme? C'est toute l'opposition. Eux tous là, ils n'ont pas un programme. Comment vous allez convaincre les gens? Or, partir à une élection, c'est être capable de montrer soit les failles de son concurrent ou bien montrer quelque chose de mieux que son concurrent. Or, l'opposition, si vous remarquez, est toujours dans un style de manipulation. Comment on va tromper le peuple? Quelqu'un qu'on trompe là, on ne lui réserve pas quelque chose de mieux. Et donc, l'opposition cherche aujourd'hui à soulever les sentiments, à tromper le peuple pour arriver à un soulèvement. Et si vous remarquez très bien, leur stratégie aujourd'hui, c'est de tomber dans les confrontations entre, je dirais simplement, entre les gens du nord et du sud, entre les musulmans et les chrétiens. Par exemple, quand le parc à bétail de Port-Bouët a été rasé, en quoi est-ce qu'un parc de bétail peut avoir une église, une mosquée? Ils sont sortis dans un premier temps, ah, il y a même une mosquée qui est cassée. Et après, le dimanche, ah non, il y a une église qui est cassée, les gens se plaignent. Mais ce n'est pas la première église qu'on a cassée. Ça ne sera pas la dernière. Ça ne sera pas aussi le premier et la première mosquée. Et pour eux, ils ont même essayé, ils ont même pris des imams pour essayer, quand ça s'est passé à Boribana, quand ça s'est passé au Banco, pour essayer de dépeindre le régime comme un régime daté, des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu, qui cassent
les églises, et donc ça doit être suffisant pour les chrétiens, pour se lever. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ce modèle-là, ils avaient déjà fait ça de par le passé. Dans le passé, ils avaient dit que lorsque Ouattara sera au pouvoir, il va casser toutes les églises. Toutes nos mères et toutes nos femmes vont s'habiller en parda, dans l'habit noir des musulmans là. Et puis on va leur dire d'être musulmans forcés. Et puis on ne va plus manger porc, etc., etc. Mais c'est quand Ouattara même est venu au pouvoir même que le prix de porc a baissé. Quand Ouattara est venu au pouvoir là, c'est là même les pasteurs et les religieux font des révélations qu'ils ne pouvaient pas faire au temps de Gbagbo. Au temps de Gbagbo là, est-ce que tu pouvais rêver que Gbagbo a perdu le pouvoir? Donc aujourd'hui, au temps de Ouattara, tous les pasteurs rêvent aujourd'hui que Ouattara va tomber bientôt. Et puis ils le disent, ils le proclament, et puis il n'y a rien. Alors qu'au temps de Gbagbo, là, il n'y a personne qui pouvait rêver de dire que, ah, Laurent Gbagbo, ton pouvoir va tomber. Et donc vous voyez que ça a été carrément le contraire même de ce que les gens avaient prévu. Et donc, c'est un peu ça la réalité. Et on attend de voir. Mais toujours est-il que Dieu merci, le pouvoir en place est conscient que l'opposition est dans une posture de violence. Mais ce que l'opposition oublie, quelle que soit la beauté des plans qu'on fait, en général, l'esprit humain n'aime pas accepter la part de ce qui n'est pas intéressant dans ce que l'on voit, ou même dans ce qui est devant nous. C'est comme par exemple, personne ne veut calculer la mort dans sa vie, et tout le monde se met du côté qui est qu'on estime que tant que nous vivons, la vie doit continuer. Et on essaie d'extraire la mort, de ne pas inclure la mort dans nos calculs. C'est un peu une preuve de mauvaise foi envers nous-mêmes. Mais c'est ça aussi la magie de notre esprit, qui nous permet de toujours tirer les choses vers le bon côté pour ne pas toujours voir le mauvais côté. Or, la mort fait partie fondamentalement de la vie. Si je prends cet exemple-là, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que je ne souhaite pas mourir que la mort ne viendra pas. De cette même manière-là, quand je fais tous les plans, tous les objectifs que je fais, j'oublie de mettre que, bon, la mort aussi peut venir. Ou bien partant du postulat que ma vie n'est pas éternelle et que je peux mourir à chaque moment. Donc voilà le plan que je fais. Mais quand on fait un plan d'avenir, on fait tout et on met tout en place en excluant le facteur mort. Et l'opposition ivoirienne est championne en cela. Elle met tout en place, le scénario du pire, le scénario du chaos, le scénario du désordre public, mais en oubliant de se poser la question, qui sera la plus grosse victime de ce chaos-là? Parce que vous n'avez pas les moyens d'État. Parce que votre passé historique est néfaste, puant, toxique. Et parce que les victimes sont là. Et elles ont encore leur douleur et elles vous regardent. Mais l'opposition semble ignorer tout ça. Vous pensez qu'un parti qui est au pouvoir là, vous pensez qu'eux, ils ne voient pas comment vous êtes devenus? Vous pensez que les gens de Ouattara là, eux là, de la manière dont vous voient aujourd'hui, vous êtes devenus comme des chiens enragés. De la manière dont vous partez leur demander l'argent là. De la manière dont vous vous cachez aujourd'hui. Quelqu'un qui est habitué au pouvoir, vous pensez que quand il perd le pouvoir là, c'est un jeu? Je prends l'exemple bête. Quand tu perds le pouvoir, c'est comme quelqu'un là. C'est comme si garçon et femme met gourmet sur quelqu'un. Quand tu es dans ton gourmet là, tu vois le monde d'une autre manière. Vous pensez que des gens, ils vont venir prendre le pouvoir et puis ils vont s'asseoir de la manière où vous êtes devenu aujourd'hui, de la manière où l'Union s'en va demander l'argent, de la manière où Laurent Gbagbo pleure pour dire on a bloqué. Vous pensez que demain, eux, ils ont envie d'être à cette position-là? Vous pensez que demain, là, eux, ils voudraient être là pour être dominés? Donc là, eux sont là, vous regardent, mais leur capacité à se maintenir, à maintenir leur pouvoir là, vous parlez, eux n'ont pas besoin de faire des publicités. Eux là, le côté officiel, ils vont dire on va aux élections. Mais ils préparent aussi la violence. Ça, on ne va pas vous blaguer. Parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre le pouvoir. Ou même ils ne vont pas dire comme c'est comme ça. Comme vous avez parlé, vous êtes devenu violent dans la bouche là, et puis vous avez fait des marches, on va laisser le pouvoir. Ils ne vont pas laisser. Et surtout qu'ils ont les moyens de l'État. Je parle du moyen militaire. Vous pensez que ce sont leurs ennemis qui vont mettre comme les chefs militaires? Non. Vous pensez que ce sont leurs ennemis qui vont nommer comme chefs militaires?
Mais bon, comme vous-même, vous ne voulez pas accepter la réalité. Et leurs militants, c'est-à-dire nous les gens du RDR, sinon on attrape du gore. Vous voyez un peu, quand on fait débat là, vous voyez comment je suis violent avec vous. Chaque fois, ça fait combien de temps? Presque chaque dimanche, avant ça, il y a eu des débats. Vous voyez là, chaque fois quand vous venez là, non seulement je vous lime, mais comme je l'avais dit, je vous humilie publiquement pour ajouter dessus. Ça ne vous dit rien. Imaginez-vous maintenant que vous sortez pour attaquer les gens. Imaginez-vous la suite. Mais vous ne voulez pas vous convaincre que quelle que soit la beauté du plan que l'on fait là, il faut inclure ce qu'on n'aime pas dedans. Et ça là, quand ça va s'imposer à vous là, même malédiction sera petit dedans.